Merci à vous, Tutsi et Mitsla, d'être avec nous. Merci. Merci et bienvenue. Donc, je vais juste dire quelques mots sur Tunzi avant que nous commencions cette conversation. Donc, Tunzi a créé en 2010 un Tumblr manufacturiel qui mettait en avant l'art noir, quelle que soit son origine, et aussi quel que soit le médium. Il a été très actif jusqu'en 2018 et a rassemblé plus de 30 000 abonnés au début de ces années 2010. Aujourd'hui, Tunzi édite des livres d'artistes et nous allons revenir avec elle sur cette expérience pionnière des archives de l'art contemporain sur Internet. Merci à vous deux et je donne la parole à Misla. Merci, Annabelle, and we switch to English. So first, I just wanted to say, Tunzi, it's really such a pleasure to be here together with you today. You know, when my journey started with Another Africa in 2010, I was definitely looking out on the internet and spaces like Tumblr for other references, and I was very much touched by your work. It really felt like it was an expression of the spirit that I understood to be also a tradition that I was part of. So I'm really glad that this occasion today allows us to have this conversation and to be in dialogue. So the first thing I would like to start is because today, you know, my goal is, or my desire is that really that you'll open the door and welcome us into this vast world of references that you have. And I recall finding that that you drew on a quote from the Malian writer, historian, and ethnologist Amadou Hampâté Bâ. Can you read this quote and just, you know, tell us what was so meaningful for you through this gentleman's words? Okay. So, quiconque ne tient pas compte de ce qu'il était hier, demain ne sera absolument rien. Alors, cette citation de Amadou Hampâté Bâ, en fait, ça m'a beaucoup parlé et ça me parle encore beaucoup parce que, en fait, quand j'ai commencé ce blog, j'ai commencé par poster cette vidéo où il est avec un journaliste et qu'il parle, relater l'histoire noire africaine. Donc, que ce soit des enregistrements audio, que ce soit de la vidéo, que ce soit des images, que ce soit des photos, portraits et tout ça, il demandait aux jeunes, à la nouvelle génération, de laisser une empreinte en fait de ce marquage du passé. Et justement, cette citation, en fait, elle m'inspire beaucoup parce que c'est avec ça que j'ai commencé le blog. Je me suis dit qu'il était intéressant de rassembler des images, des vidéos, des enregistrements, comme il le suggère, pour pouvoir étoffer une nouvelle représentation, en fait, de la culture visuelle noire et africaine. Donc, je trouve que ce passage est très poétique, même s'il il peut paraître politisé, mais il ne l'est pas du tout. En fait, ça vient vraiment du sens. C'est comme si on était un archéologue et qu'on devait archiver, en fait, toutes nos recherches et en faire quelque chose et faire de ce contenu quelque chose d'utile, en fait, qui serait utile et qui pourrait servir pour les générations nouvelles. So the idea of maybe transmission, do you think that Amadou's words gave you kind of a template for how you were going to work? Because he was really talking about oral transmission historically, and now you were working with the internet. Yes. C'est vrai que, en fait, j'en discutais d'ailleurs avec une amie la dernière fois, c'est que la culture noire et africaine, en fait, est très basée très souvent sur l'oralité, sur la transmission orale. Et après la colonisation, l'Afrique noire est passée à l'écrit. Et je trouvais ça très intéressant de voir comment, en fait, les écrits et les photos et tout ça pouvaient sous-tendre, en fait, cette culture très oralisée à la base. Donc, c'est pour ça que je trouve que le travail de l'art, mais pas seulement de l'art, mais de la photo, de certains écrits, en fait, sont intéressants. Donc, comment passer, en fait, le passage, en fait, comment comprendre le passage de l'oralité vers l'écrit? Et est-ce que l'oral aujourd'hui, en fait,
la culture orale d'aujourd'hui est moindre ou est devenue amoindrie ou enfin, s'amoindrit par le fait qu'ils ne pas de passer à l'écrit. Donc, je trouvais ça important. Mais c'est intéressant parce que Amadou Hampâté Bâ, il vient d'une famille de griots. Donc, ce sont des gens qui transmettent beaucoup par l'oral et c'est devenu un écrivain. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ce qu'il disait même dans cette vidéo, justement, que l'oral, en fait, c'est toujours et a toujours été quelque chose de très important en Afrique. Mais il ne faut pas oublier l'écrit qui reste aussi un outil d'archivage. Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, Tutsi, Oui. par rapport notamment à une interview que tu avais donnée où tu définissais cette question du fait que ton Tumblr et ton blog étaient comme un essai visuel. Et donc, tu disais c'est un blog essentiellement visuel où même les mots, citations, textes tentent de résonner par l'image. Manufacturiel se présente sous la forme d'un blog, mais j'aime à le définir aujourd'hui comme une sorte d'essai visuel puisqu'il a la teneur critique d'un essai critique, d'une réflexion dont le médium majoritaire reste l'image. Oui. Donc, ton écriture, pour toi, c'est l'écriture Internet, l'écriture image? Oui, exactement. Ben, c'est exactement ça. C'est que, en fait, en étant sur Internet, le temps d'Internet est différent du temps réel, en fait. C'est très rapide et ça passe très vite. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant dans Internet, en fait, c'est qu'on pouvait trouver une autre forme d'écriture qui continue à respecter l'oralité de là où je viens, enfin, de la transmission orale de là où je viens, mais qui est quelque chose de nouveau puisqu'il faut respecter le temps, enfin, je ne sais pas si on peut dire la chronicité, mais en fait qui respecte beaucoup le temps Internet. Le temps Internet est très réduit et bon, enfin, c'est difficile de capter la personne, donc il faut trouver quelque chose qui à la fois est écrit et qui marque. Donc c'est pour ça que je parlais de ça et en même temps, l'image est très importante. C'est pas non plus, je suis pas, en fait, moi je suis pas une psychologue de l'image. Enfin, je sais pas, je fais pas de la psychologie par l'image, mais je me disais que l'image en fait devait être un nouveau moyen de communication, puisque avant on l'utilisait surtout dans la publicité. Et là, je me suis dit que c'était intéressant, toujours en respectant cette lignée-là d'où je viens de l'oralité, de passer par l'image pour transmettre, pour suggérer en fait le questionnement. Puisqu'il n'y a pas de mots écrits ou très peu de mots écrits, comment faire en fait, comment passer de l'image vers le questionnement en fait. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ça un visual essai, en fait. Donc, tel un essayiste qui écrit qui écrit des textes pour suggérer des questions ou moi, je passais par l'image avec très peu de texte aussi, puisque c'était souvent des citations ou quelques textes écrits de ma part. Mais comme j'ai une écriture très visuelle, je me disais que c'était intéressant de traiter de ce nouveau sujet-là. No, something that you said resonated with me in the sense of there's a photographer, a Nigerian photographer by the name of Akimbode Ayimbi, and in a conversation with him, he said to me that for him, photography is writing with light. And so I really feel this resonance that, you know, through images, that's your form of writing. Can you, you know, open the door and tell us, like, how did you see yourself, you know, in terms of writing? What was your research process? Because there was a moment where you had discovered the book from the catalog from Africa Remix, and that sort of had prompted a kind of movement for yourself. Can you talk about that? Yes. Donc, en fait, à l'époque, quand j'ai rencontré le livre African Remix, j'étais étudiante alors en sciences politiques à l'UQAM et j'allais beaucoup dans les bibliothèques et je sais pas, parce qu'en fait,
au départ, j'avais beaucoup, j'avais une très grande envie, une très grosse faim de me remplir en fait d'images et d'art en fait, d'art africain sans que ce soit les arts premiers, d'art africain contemporain. Et donc, je suis allée à la bibliothèque et j'ai rencontré ce livre. Et à partir de ce livre, j'ai fait des recherches, toujours en bibliothèque, et j'ai pu récolter des livres tels que des romans de Jacques Stéphan, un Haïtien, très poétique dans son écriture très visuelle, une imagerie, une écriture très visuelle. Il y a encore qui que j'ai lu, j'ai pu lire des livres d'écrivains noirs américains comme Maya Angelou. J'ai pu lire aussi Zora, oh, j'ai oublié Nora son nom. Zeal Hurston. Exactement. Ce livre-là m'a même fait, enfin, c'était de Black Lady, je crois, je sais plus, c'était une femme noire ou un truc comme ça. Et ce livre m'a même fait pleurer. Enfin bref, donc j'étais vraiment quelque part en train de, de, de papillonner autour des livres, hein. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui a commencé dans les bibliothèques. J'ai pu aussi emprunter des, euh, des CD de films comme ça. Et j'ai emprunté les films de Ousmane Sambéné. J'ai pu voir des films même sur la chaîne TV5. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, hein, vraiment, avec une vidéo. Je pense que c'était celle-ci en premier, celle d'Amadou Anta Ba. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches multiples. Pour te reposer une question par rapport à ça, donc en fait, tu n'avais pas tu as fait tes études en France, hein, mais tu n'avais pas forcément vu Africa Remix quand tu étais à Paris, et c'est vraiment quand tu étais à Montréal que tu as découvert le catalogue et ce travail de bibliothèque et tout cela. Exactement, parce qu'au départ, en fait, bon, j'ai fait mes études en France. Donc, j'ai fait une CAN, puis je suis allée à Montréal pour continuer en sciences politiques. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment, j'étais pas vraiment dans. Donc, les études que je faisais ne correspondaient en rien à ce que j'ai produit sur le Tumblr. J'ai pas fait d'histoire de l'art, etc. Mais j'étais toujours intéressée par ça. Et donc, quand je suis arrivée à la bibliothèque, j'ai lu un gros bouquin orange comme ça et j'ai commencé à feuilleter. Et c'est là que l'envie est venue et que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée même au musée. Enfin, j'étais déjà allée dans des musées auparavant avec l'école enfin, avec l'école, mais c'est pas la même chose que d'aller au musée toute seule. Donc, c'est vraiment à cette période-là que c'était très effervescent. C'était très effervescent. J'étais vraiment galvanisée en tout cas. You know, when the Africa Remix exhibition came to Tokyo, I was living in Tokyo at the time. So I went and saw it at the Mori Museum, but you know, I don't think I really understood how important or how significant that exhibition would become really on me. So that was probably, I don't know, in 2004. You know, by 2010, that was the moment that I actually launched Another Africa. So I'm really interested about this idea that, you know, through practice, by doing, we can develop a practice, because I think, you know, both you and myself are not formally trained in the arts. And so we have had to make ourselves in a certain kind of way. You know, one of the other references that you draw on is the famed science fiction author, Octavia Butler, because she describes storying and writing by saying that every story I create creates me. I write to create myself. How does this kind of idea resonate with you? Je trouve que ça, c'est vraiment poignant parce que, en fait, ça peut paraître assez égocentrique, pas égocentrique, mais en tout cas quelque chose de très centré sur soi. Et totalement, parce qu'au départ, quand je commençais le blog, j'avais pas l'impression, en fait, j'avais pas une directive donnée, j'avais pas pensé à un gros blog, tac. C'était vraiment quelque chose comme un cheminement, en fait.
Donc, je cheminais vers quelque chose. Et cette phrase-là me rappelle cela, en fait, parce que c'est vraiment c'est un mouvement qui est d'abord personnel, mais qui peut se déployer et avoir un rayonnement plus large que soi-même. Donc, puisque en fait, sur Tumblr, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas, qui étaient dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui ne connaissaient rien du tout de ce qui était de l'art, mais qui étaient profondément attirées par ça et qui avaient besoin, un grand besoin de connaître un peu plus sur le sujet. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est un cheminement qui est personnel, mais qui peut être plus large et rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation ou pas, mais qui sont aussi intéressées ou qui veulent juste jeter un coup d'œil sur ce que c'est que être noir et être artiste et même être artisan d'une culture que nous, en tout cas à mon sens. Oui, tout dit, je voulais poser la question par rapport à ça parce que à plusieurs moments, lorsque on a lu des interviews de toi, notamment, tu disais aussi qu'est-ce qu'être de corps noir, qu'est-ce que la culture africaine, comment le corps noir est-il représenté dans les arts visuels, qu'est-ce que la cosmogonie noire, existe-t-il une philosophie africaine, qu'est-ce que le blackness? Tu ouvres toute une série de questions et c'est vrai qu'aussi ton choix dans le Tumblr, ça a été de montrer aussi bien de l'art que de l'art visuel que de la mode et de la photographie, de montrer aussi bien de l'art afro-américain que de l'art africain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix finalement, non pas d'une identité, mais de plusieurs identités? C'est-à-dire que pour moi, quand je voyais un noir voilà, dans une image, et que l'image, en tout cas, me semblait bonne à être retenue, je la postais. Mais c'est vrai qu'au final, je me suis dit, mais pourquoi je n'avais pas fait plutôt, parce que je suis d'origine africaine, pourquoi ne pas avoir fait un blog centré exclusivement sur l'art africain noir, etc. En fait, je me suis dit que ça serait quand ça pourrait pêcher un petit peu parce qu'en fait, au final, il y a eu beaucoup de croisements entre les Noirs américains et les Noirs africains et que ça serait et les Noirs tous et ça on pourrait les appeler les Noirs de la diaspora africaine, mais c'est même si je trouve que ce terme-là n'est pas très révélateur parce que c'est pas forcément une diaspora en elle-même, mais il y a eu beaucoup de travaux aux États-Unis qui traitaient de la question noire et de la question afrocentrée. Et je trouvais ça dommage de ne pas mettre sur le Tumblr des visuels d'eux parce qu'ils sont tout aussi créatifs. Et ça peut aussi poser la question parce que quand on se demande qu'est-ce que le blackness, par exemple, est-ce que c'est parce que je suis noir que forcément je suis un afrocentré? Donc, ce sont des questions que les Noirs américains ont beaucoup soulevées et qu'en France, on a moins en tout cas en France, je veux dire en Europe, on a moins d'auteurs qui traitent de la question, de cette question en particulier. Donc, c'est pour ça que je voulais ouvrir en fait mon champ visuel et en même temps, parce que c'était aussi un problème de matériel, de contenu, si je faisais des recherches à mon sens, hein, si je faisais que des recherches sur la question afro-africaine, européenne ou française, mais mon Tumblr serait limité à mon sens, hein, serait limité par manque de sources, par manque de contenu. Et aussi, surtout, moi, je voulais vraiment montrer qu'il y avait un croisement, comme si des fois nos chemins se rencontraient et qu'elles se perdent. Pas qu'elles se perdaient, mais qu'après elles se distanciaient. Donc, c'était pour cette raison que j'ai fait cela, comme ça. So I think I should probably respond on this point as well, in the sense that, you know, there was something kind of
incredible about the internet being this democratic space in a kind of way, as a network space of people being able to find each other via common interests. And it's the kind of space maybe where we can have a conversation around Blackness or what it means to be African, outside of this idea of territory, outside of land, actually, because the internet is without territory. And for myself, actually, that was really how I could connect with you, because certainly I had the same questions and I could understand that you were producing a space of wholeness, because I could see the references running from music to film to contemporary art. And yeah, I think that that was something quite special about the internet at 2010, because I would say it was a very quiet time, you know, people like ourselves starting to ask these questions and articulating and visualizing these questions. There weren't really that many, whether it was Tumblr blogs or even websites, actually. And so I think it made a pretty large contribution in a certain kind of way, but it also helped us recognize that there were other people like ourselves that had the same questions, whether you were in France or, you know, at that time I think I was living in New York, you know, because the people that were looking, or the audience, or the kind of network and relationship that I was actually able to develop was really a global one, in fact. And I think it's quite an interesting thing, because at the moment, as I understand it, in France, there's really sort of like a debate around this idea of freedom, let's say, freedom of asking ourselves questions about, you know, what does it mean to be Black? What are our references? And what I do realize for myself is that my references are global. My references are just like yours. They're like a Malian poet, just as much as I remember your first post on Tumblr was actually an Erykah Badu song. You say that the internet has changed, or how has the internet changed for you? Because I don't think it has the same sort of quietness, I guess you could say. Yes. Quand même, Internet m'a beaucoup appris déjà à partager avec un public qui n'était pas du même pays que le mien, ni de la même zone géographique, etc. J'ai pu rencontrer des gens fabuleux comme Isla. Voilà, c'est quand même Internet, ça, c'est la magie d'Internet, c'est-à-dire que à partir d'un blog ou d'un post, on peut rencontrer des personnes réelles. Et c'est vrai que quand on est derrière, du fait de la rapidité aussi d'Internet, quand on est derrière son bureau d'ordinateur, ben on a souvent l'impression que les personnes n'existent pas en vrai. Que en fait, ce sont des fantômes. Enfin, c'est l'esprit qui joue sur ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on sache que ce sont des vraies personnes qui sont derrière les ordinateurs, et que moi, par exemple, mon Tumblr, je l'ai fait toute seule et je n'ai eu aucune aide jusqu'en 2018. Donc, j'étais tout le temps toute seule à faire mes recherches. En plus, j'avais aucun logiciel qui me permettait de poster mes images et mes vidéos et tout ça de façon régulière. Donc, c'est moi qui me fixais un temps précis. La nuit, je cherchais. Et comme je savais qu'en plus, il y avait un décalage horaire et que la plupart des gens qui suivent Manufacturiel sont à l'étranger, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonnée, d'autant plus que j'écrivais en français. Donc, eux, ils savent que je suis française. Mais voilà, c'est la plupart de mes followers sont étrangers, donc j'ai dû faire beaucoup de gymnastique, en tout cas, entre regarder la nuit, faire mes recherches la journée, etc., etc., en même temps bosser à côté. Et voilà, et donc dès qu'on lâche cette certaine rythmique, routine, on va dire, ce certain rythme, ben, Internet, voilà. Enfin, eux, ils ont aussi tout de suite oublié, à part ces quelques-uns. Donc, c'est pour ça que je disais que, ouais, Internet a changé. C'est plus difficile de rencontrer des gens vraiment en IRL, pardon, in real life. Mais bon, ben, c'est... Et je pense aussi que l'âge des gens,
il joue un petit peu aussi parce que à 30 ans, c'est plus la même maturité qu'une personne de 20 ans qui reste sur Internet. La plupart des jeunes, par exemple, qui tweetent en ce moment, ils ont entre 15 et 25 ans maximum. Donc, c'est une autre réalité et c'est d'autres enjeux qui font que Internet peut paraître changeant, en fait. Mais c'est aussi c'est les joies de l'Internet aussi. Donc, Je ouais, trouve c'est un ça petit très peu ça. juste ce que tu dis parce que tu soulignes aussi le paradoxe de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que grâce à Internet et à ces formats numériques, nous arrivons aujourd'hui toutes les trois à tenir une conversation qu'on partage avec des personnes que nous ne voyons pas. Et merci à vous tous d'être là justement et de nous suivre. Et en même temps, on a le paradoxe d'une certaine manière dans cette conversation de travailler aussi déjà sur l'histoire des réseaux sociaux au sein de l'Internet, puisque Mm, on établit aussi le bilan d'un moment, 2010-2018, et c'est très juste ce que tu soulignes, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est aussi désarçonnant et formidable, c'est qu'au fur et à mesure des évolutions techniques, on voit aussi bien évidemment les dérives, mais aussi les capacités d'écriture changer. Et si on faisait un parallèle, on voit bien que, par exemple, l'écriture Tumblr, elle joue sur le visuel et en même temps, elle n'est pas du tout la même que l'écriture Instagram. Pour parler exactement. d'Instagram, qui aujourd'hui est sûrement le média enfin, le réseau social du visuel le plus fréquent. Et peut-être que si quelqu'un revoit dans quelques années les archives de notre entretien, ça lui semblera aussi déjà très lointain par rapport à sa réalité. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est que ça passe très vite. Ça passe très vite. Et donc, à- on a l'impression d'être déjà des retraités d'Internet. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, ouais, oui, c'est ça, hein. Et d'ailleurs, par rapport à cette écriture Tumblr, hein, on peut souligner, donc si on fait déjà de l'archéologie Internet, donc évidemment, tu produisais déjà des hashtags, hein, même si les hashtags se sont quand même beaucoup plus popularisés avec peut-être Twitter, plus qu'encore qu'avec Instagram, et aussi que ton écriture Tumblr, elle te permettait également des mises en rapport visuelles très différentes de ce qu'on ferait sur Instagram aussi. Oui, oui, oui. Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je constate aussi, c'est-à-dire que déjà, pour écrire, pour que tu sois lu sur Instagram, il faut, parce qu'en fait, quand on écrit dans la partie commentaire, c'est tout écrit en tout petit, c'est tout serré. Donc, c'est une autre, il faut passer par d'autres moyens. Moi, j'utilise Canva pour écrire mes textes et pour les poster en même temps. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas ce temps-là de lire. Euh, de lire sur Instagram. Mais je force un petit peu parce que je me dis, c'est dommage parce que il pourrait coexister deux façons d'écrire ou plusieurs façons d'écrire que celle uniquement d'Instagram. Vous voyez. Mais ouais, c'est vrai que c'est voilà, c'est comme ça, mais je sais pas, je m'adapte en tout cas, j'essaye de m'adapter. Et si on revient justement à cette histoire de Tumblr, parce que c'est vrai que 30 000, on peut imaginer que par rapport à Instagram aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais 30 000 dans les années 2010-2015, c'est énorme. Oui, 30 000 avec aussi des musées étrangers qui étaient abonnés à ton Tumblr. Est-ce que tu arrivais, même toute seule, à voir quelles étaient les images qui suscitaient les plus fortes réactions ou les hashtags qui suscitaient les plus fortes réactions ou réactions, que oui. ce soit en like ou en conversation avec toi? Oui, alors c'est toujours les images moi, ce qui me semblait être les top posts, c'était la plupart des images qui montraient en fait l'amour, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais la réunion de deux personnes qui s'aiment en tout cas. Et ce sont les images qui ont retenu le plus l'attention du public. Mais sinon, j'ai une photo de René Bury à Cuba en 1993. Ce sont deux jeunes personnes qui sont sur une motocyclette, je crois. Et la fille fait un signe d'amour avec les mains.
Et en fait, c'est celle-là qui a retenu le plus d'attention du public, puisqu'elle a eu environ 177 000, voire plus, de reblogs. Et moi, je trouvais ça intéressant que ce soit toujours les images où il y ait enfin, des amoureux ou des amoureuses, ça dépend de ton orientation sexuelle, mais c'est toujours ces images-là qui retiennent l'attention du public en général. Comme c'était aussi une forme de métaphore du lien qu'on crée aussi via l'Internet et le partage, en fait. Comme c'était Exactement. un pléonasme du lien et de l'amour, la représentation, et aussi le fait de partager cette représentation du lien. Exactement. Et je trouvais ça important aussi que ce soit souligné parce que souvent, surtout dans la communauté noire américaine ou afro-africaine, euh, montrer des personnes qui s'aiment ensemble, c'est très… parce que ça va de… il faut être vraiment détaché de sa pudeur en fait pour pouvoir poster ce genre d'image. Parce que chez nous, voilà, se montrer en public, c'est quand même quelque chose de, voilà, je sais pas, ça titille un peu. Donc c'était pour montrer que, voilà, à mon sens, c'était important de le montrer que en Afrique, il n'y a pas que des gens qui se battent ou qu'il n'y a pas que de la violence, et aussi de l'amour même si ça peut être montré. Il y a même une photo de Malik Sidibé que j'ai pu poster, où il y a deux femmes qui s'embrassent et une autre où il y a un homme et une femme qui s'embrassent. Donc, c'était pour montrer aussi que, voilà, c'est pas que de la violence, il y a aussi de l'amour aussi qui circule sur Internet. Et, enfin, sur Internet, dans les images d'artistes noirs africains contemporains. Donc, c'est ça que je voulais montrer en particulier. It makes me think this, I was always interested to know, why people were driven to one kind of content versus another, because for myself, as somebody who was editing a website, as well as like running a Tumblr, et cetera, I was equally committed to everything. Like I loved the most, I guess, I don't know, the most critical kind of content, as well as like the most, I don't know, like colorful or, sort of fashion related stories. And, it sort of makes me think about something else that another one of your references from the Congolese author, Sonny Labotansi. And he talks really, like, as I understood it, was really talking about like the emotional landscape of writing. I think sometimes, maybe images of love are, especially when you are a Black individual, I think you are so accustomed to pain on so many levels that to reaffirm yourself and to experience this idea of joy, of Black joy, is something super, super critical, and something, because like, for example, during the last year after in the States with when George Floyd was killed, as much as I was following all of those things, and it was very, very difficult, I was also seeing like, a lot of my friends were posting images of people on the streets dancing together, this idea of resilience, of what happens when you come together. For you, what did it mean, to sort of have like kind of an emotional or sensitive way of creating? Because I think sensitivity was something that you were using, an internal kind of intuition to guide your practice. Je dirais que en fait, Sonny Laboutansi, pour commencer, ça a été un auteur que j'ai beaucoup lu aussi. Et parce que, en fait, quand je suis allée sur, je crois que c'était Revue Noire à l'époque, j'avais remarqué que Simon Jamy en parlait. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais me le lire aussi pour comprendre un petit peu. Et c'est vrai que, en fait, Sonny Laboutansi, son écriture est très… corsé, je ne sais pas comment expliquer ça, ça a beaucoup de formes. Et je me souviens plus trop bien de la question de l'islam, mais j'essaye de répondre. Mais je trouve que l'intuition est très importante en fait que ce soit dans le travail créatif ou que ce soit dans le blogging.
Parce que pour ne pas avoir à faire la même chose que les autres et pour ne pas être un énième Tumblr qui parle de ça, il faut être très intuitive comme personne. Et il faut aussi être très persévérant et surtout avoir son propre œil. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était important de dire que c'était un blog, mais je pensais que je faisais un petit peu de curation quand même parce que euh, euh, c'est vraiment le choix des artistes ou même des images que je pouvais trouver qui étaient importants, euh, les textes que j'ai pu écrire aussi et ma démarche en elle-même qui était voilà, vraiment détachée. J'essayais pas ou si je regarde un autre blog, c'est parce que j'ai envie de m'en détacher en fait. J'ai envie de trouver ma propre voix et ma propre façon de faire les choses, en fait. Donc oui, c'était très intuitif. Yeah, I mean, I think that for me, your voice was very apparent through the work. I mean, I understood so many things about like, how you were connecting stories via color, via like, if you looked at the posts even deeper, like nothing was gratuitous. Even your choice of like graphical material was always like something really important. And when I think about, for example, the changes of the internet, what I realize is that maybe in 2010, I mean, there's many layers, right? But in 2010, because the space was not very populated, it was a lot easier to have visibility. But now what we realize is that many people are publishers, like literally everyone is a publisher. If you have an Instagram account or a TikTok account, you are actually a publisher. So we actually exist in a very noisy, a noisy world. But there's something amazing about that, and also something I think very challenging about that. The amazing thing is that, I think in 2010, what we were asking for was complexity. We were asking for complexity of being, complexity. And, today there is complexity because a kid who's in Douala or in Addis Ababa can have the exact same exposure as somebody who's in Paris or elsewhere. And I think also, like for myself, what the response of the internet was that I realized that what I really needed to do for myself was become specific. Instead of being general, I had to become specific. And I think instead of fast, I became slow, instead of doing like, I think that, instead of thinking about one, for example, Tumblr post, I really became obsessed with the idea of investing myself in one artist and reading about their practice and trying to think about their practice rather than like, because at some point you get so nervous about operating on the internet because it's like a drug, you have to keep feeding the machine. And it feels exhausting because as soon as you send it out into the world, other people, take the material and use it and sometimes get more visibility. And you start asking yourself, okay, what am I doing here? It's not producing the same thing. And so I think, for myself, when I was sort of observing your practice is that I saw your growth being that you went from the digital world into the physical world. Like you started to think about collaboration and you started thinking about collaborating with specific artists, and you took your work from like digital publishing into the physical space. So can you talk to us about, your project in terms of writing the Cahier project, Yes. and really, because I think you also talk about this project as being working at the intersection of archives and visual culture, and I feel that you were taking a lot of how you operate on the internet into your publishing work. Yeah. So can you explain what that meant for you and how you were thinking about that? Yes. Alors, merci pour cette question, Misla, parce que c'est important vraiment qu'on comprenne vraiment ma démarche à ce point-là. Donc, je ne voulais pas faire des simples livres. Je ne voulais pas faire des simples livres basiques ou bien des livres d'art basiques comme tout le monde. J'avais l'impression qu'il était important pour moi en tout cas, de pouvoir m'exprimer par l'écrit et par le papier. Et parce que je fus une grande lectrice à la base.
Et donc, c'était vraiment important. Et surtout, toujours parce que j'avais envie de montrer déjà le travail des personnes avec qui je collaborais, mais aussi de justement montrer que, en fait, l'espace physique peut être tout aussi souple que Internet. C'est-à-dire que on a travaillé sur la plasticité du livre, sur comment faire en sorte que le papier devienne quelque chose de beau et de créatif, enfin, pas de, tout en restant dans le ludisme, quelque chose de beau, mais à la fois aussi fonctionnel. Donc, je me suis beaucoup inspirée, en tout cas, de mon Tumblr et aussi de l'espace Internet pour pouvoir créer dans la vie réelle une maison de publication où j'édite des livres en collaboration avec des artistes architectes. Vraiment intéressée à la matérialité du livre et la matérialité des archives et comment on peut faire de... Et en même temps, il y a aussi ça, c'est-à-dire que les archives, si on va par exemple au musée des archives, je ne sais plus où ça se trouve, c'est quelque chose de très cadré, c'est-à-dire on range, on les sort un à un, c'est quelque chose de cloîtré en fait, c'est pas toujours ouvert au public. Même si on peut aller. Le musée est une forme aussi d'archive, hein, par exemple. Le musée, c'est mais c'est très, il y a un protocole au fait, c'est très protocolaire. Et donc moi, je voulais détendre un peu tout ça et tout en restant voilà, précautionneux dans le travail, mais détendre un peu tout ça et en faire quelque chose de ludique et de créatif. Donc, voilà, c'est pour ça que nous avons créé Cahiers Manufacturiel, la maison d'édition. On fait un clin d'œil à Cahiers d'art. Donc, c'était ça. Et dans Cahiers Manufacturiel, ce que j'ai trouvé aussi passionnant quand tu parles de comment est-ce que justement l'écriture Tumblr, comme un retournement, se met à marquer l'écriture du livre, hein. Il faut savoir aussi que ça fait penser qu'au moment de l'invention de l'imprimerie, il y a des moments où on essayait de faire semblant de faire du manuscrit et vice-versa. Et il y a aussi un jeu sur le mot, et je dirais presque une économie du mot, mais aussi un peu sur le mot familier, le mot d'argot. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce jeu sur des mots dans Cahiers Manufacturiel? Oui, en fait, comme c'est une langue qui va très vite, un peu comme Internet, c'est une langue qui est très rapide, qui change tout le temps. Et donc, quand on est parti en 2015 au Cameroun, on s'est aperçu qu'on n'avait même plus le même argot que les jeunes d'aujourd'hui parce que on était parti et qu'on est revenu et qu'on a grandi. Et donc, il y a toujours ce temps, toujours ce rapport au temps qui est très rapide, en fait. Et donc, on s'est dit avec Mélisse qu'on allait créer un livre qui allait comme photographier des mots, les mots les plus disparus, en fait, et qu'on allait les mettre en images. Comment il a changé de forme, etc., etc. Donc, c'était très, très instructif aussi. Donc, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce livre. Yeah, I mean, for myself, I find like many things actually interesting about this. The one, it's, you know, the line or the thread that goes through the whole conversation that we're having for the program for the symposium. And it also connects to the exhibition that we're currently showing at the museum, is this idea of what are our archives actually? What are our libraries? And I find it quite fascinating that in the book or the project with Niels Nyata, Live Scenes, you're thinking about archive in terms of archiving language, a disappearing kind of language. And it really also connects back to, I think, Amadou Mbappé's idea really of how to transmit knowledge. And I see this kind of thing instead of, for example, where you were operating on Tumblr, where it was other people's creation, now suddenly you're in this space of thinking about these ideas through creation that you yourself are directing.
and where you were, you know, maybe researching about artists and not necessarily having any contact with them. Now suddenly you're actually in collaboration with these individuals. So can you talk to me about this process of collaboration, what it was like for you? Because for me, I've always found artists to be really, really generous. And there's many times that the conversations that I've had with artists have really left a kind of very strong trace or resonance in myself. En fait, comment s'est passée la collaboration? Mais ça s'est passé très naturellement et ça a été vraiment quelque chose de très gratifiant aussi parce que en fait, c'était nous qui faisions notre travail et on n'avait pas besoin de likes ou de reblog pour être entendu. C'était nous qui allons vers l'autre avec quelque chose de précieux, comme les livres. Donc, la collaboration s'est faite naturellement. J'ai été très active auprès de Niels, Salwa et Alexandra pour déjà... vous savez, parce qu'en fait, quand un artiste a un projet, c'est quand même difficile pour lui de se mettre de prendre du recul par rapport à son œuvre. Donc, moi, j'essayais de les distancier un peu, enfin, de les mettre en recul, de leur permettre de se mettre en recul par rapport à leur œuvre. J'ai aussi travaillé beaucoup sur la typographie, par exemple, sur le livre de Salwa, sur la typographie, sur le texte, même en lui-même, qu'est-ce qu'on allait raconter, comment rendre solide, en fait, ce livre, qui est très beau d'ailleurs, mais comment le rendre goûteux, on va dire, comment lui donner du goût encore plus que ce qu'il ne l'est lui-même. Et on a eu cette idée-là, en fait, de faire un beau zine. Parce que d'habitude, les zines, ce sont des livres, parce qu'on s'est inscrit dans la dynamique d'un do it yourself, et on s'est demandé comment créer un beau livre à partir du zine. Donc ça, c'était très intéressant et très ludique. Parce qu'en fait, on a dû chercher du papier, mais on voulait du beau papier et vraiment quelque chose de beau et de fin. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et la collaboration s'est faite naturellement, hein, organiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, à trop réfléchir, en plus, pour certains, je les connaissais déjà depuis longtemps, ne serait-ce que intimement, mais aussi au niveau du travail. Donc, je n'avais plus à faire ce travail-là de recherche encore. Et j'étais vraiment très à l'aise, en fait, pour leur demander de changer un petit truc comme ci, de remettre ça plutôt comme ça. Voilà, c'était vraiment peut-être de la direction artistique que je faisais en ce moment-là. Et ça a été très, très important pour moi aussi parce que je voulais changer aussi de médium. C'est sûr que Tumblr, c'était bien, mais ça ne me rapportait pas assez ça n'allait, j'avais l'impression que le Tumblr s'épuisait aussi un petit peu. Et peut-être parce que j'avais plus la même énergie qu'à l'époque. Et aussi peut-être parce que j'avais plus surtout les mêmes ambitions. C'est-à-dire que j'y voyais plus les mêmes enjeux. D'autant plus qu'à l'époque, en 2018, il n'y avait plus personne, enfin pratiquement plus personne sur Tumblr à part des bots. Donc, je me suis dit, comment faire pour continuer le projet Factoriel qui, lui, en tout cas, ne s'était pas perdu, ne s'était pas essoufflé. Comment faire, en fait, pour lui donner une nouvelle saveur. Et moi, j'ai créé Cahier Manufacturiel en réponse, enfin, en faisant un clin d'œil à Cahier d'art. Et après, au niveau de la collaboration, on a fait on s'appelait tout le temps, on faisait des visioconférences quand on pouvait. Sinon, c'était des rencontres dans un café, bien entendu. On allait souvent à l'espace La Colonie, qui a fermé depuis. Et on essayait de trouver des nouveaux moyens d'expression, de démonstration aussi du livre. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai créé... je ne sais pas si je peux dire que... Mais moi, j'aime bien, en fait, l'archéologie du savoir, parce que j'ai lu un petit peu l'archéologie du savoir de Michel Foucault. Et en fait, j'aimais bien le titre en lui-même déjà, archéologie du savoir. Et je trouvais que ça allait beaucoup avec le rhizome.
et la forme un peu comme ça en branche d'Internet. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant sur notre table. Et c'est comme ça qu'on a conçu une table vraiment très minimaliste, mais très résoluble, si on peut dire comme ça. Et voilà, donc ça a été ça. Merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que cette question de l'archéologie du savoir, on fait un peu de l'archéologie d'Internet aujourd'hui. Oui, Et 8 ans, tu disais qu'on était déjà des grands-mères de l'Internet, mais 8 ans en ère Internet, c'est presque 80 ans en ère de vie. oui, oui. Et je vois aussi que le temps tourne. Alors, je crois qu'on a juste le temps pour une dernière question, peut-être, Misla, avant de clore, Misla et Tutsi, cette conversation, Oh, déjà. déjà. Yeah, so to kind of come to a last point, I was very curious when I saw that you posted a manifesto on Instagram. So I was very interested in, one of the things I asked you in preparation for this conversation was the manifesto. And something that stood out for me in this was this idea of refusal. And it made me think of the poet and African-American scholar, Fred Moten, who describes Blackness as something fugitive. He describes it as the consent of not being a single being, an ongoing refusal of standards imposed from elsewhere. It opens the door to creation. For you, because really this whole universe of these books is really a kind of a way of making. Can you talk about this? What is refusal? Yeah, I mean, I think you mentioned it in the manifesto where you're talking about the Ewe word amegbeto, which also talks about the book that you were thinking about, and how transforming from being a child to an adult. Yeah. En fait, comment expliquer ça? Je crois qu'il y a une phrase d'Alain qui dit. On dit, quand on pense, on dit non, un truc comme ça, je ne me rappelle plus du tout, c'est incroyable. Maybe I'm closing with a difficult question. C'est ça. But, more than anything else, it's really about this idea of liberty and creativity, because, for me, I think that's really ultimately the most important thing, to feel free to create. And I know that these books have ended up in museums. So maybe the point really is for you, what did that mean for you to step out, to create, to collaborate, and then to see your books, these books that you've worked on, going to like the Yale or the Met. Mais en fait, le manifeste, c'était, enfin, je l'ai écrit en fait parce que, en fait, je trouvais que on était donc nous en tant que personnes, voilà, noires, afro-centrées, etc., on n'était pas assez représentés sur l'espace Internet. Déjà, je vous parlais tout à l'heure de Google. Quand on Google, maintenant ça le fait moins, mais Google était déjà très européano-centré. Et je me disais comment faire en fait pour exprimer pour exprimer cette envie d'être, enfin, quelque chose c'était comme quelque chose de révoltant qui avait été suscité en moi. Et je me disais comment faire pour montrer en fait que l'homme noir, c'est pas juste quelqu'un c'était pas juste l'esclavage, par exemple, il y avait une histoire autour de la culture noire et de la culture afro-américaine et africaine aussi, que des écrivains, qu'on a été des médecins, des mères et des enfants. Enfin, voilà, qu'il y avait beaucoup de choses plus larges que la mama africaine, enfin, tous les stéréotypes en fait que l'on connaît très bien. Et je parlais de refus parce que en fait, il me semblait important que par rapport à je ne sais pas si on est sous emprise, mais je me disais que c'était important de savoir que le non existe et que quand on n'aime pas, eh ben, on refuse. Quand on n'est pas d'accord on peut être autonome et être indépendant tout en disant non. Ce n'est pas un non de contradiction, mais c'est un non qui permet justement d'avoir un espace de liberté.
Et c'est ça que je voulais. Donc, c'est un nom, en fait, qui dit oui à la vie, en fait. C'est un nom qui dit oui à quelque chose de plus joyeux, qu'on appelle, de plus créatif, de plus libéré. Et c'est ça qu'on a fait et que j'ai pu écrire et que mes amis ont pu relire et m'aider à sortir les idées les plus fines qui restaient en moi. Et donc, c'est comme ça que le manifesto a eu lieu, a été écrit. Yeah, I think that manifesto and everything that you're talking about, what you stand for, what you represent, and the work that you do really echoes the words of the African American writer, the feminist and the womanist Audre Lorde. She wrote, if I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me and eaten alive. So thank you so much for all of the work that you do. It's been such a pleasure to have this conversation together with you and with Annabelle. Oh, thank you so much, Misla, for inviting me. Thank you very, very much. Thank you. Chère Misla, chère Tunzi, merci beaucoup pour cette conversation. Je retiens des mots très forts, ceux d'Audre Lorde prononcés par Misla à la fin de la conversation, et aussi ce mot très fort que tu as dit, Tunzi, dire non pour dire oui à la vie. Je trouve que c'est un très beau mot de fin, un très beau mot slogan, un mot qui sera un très beau départ pour un de tes livres aussi. Merci. Donc, merci pour cet échange et j'espère que vous tous qui nous suivez, vous avez apprécié de partager la pensée de Misla et Tunzi et aussi cette expérience incroyable dans l'archéologie du savoir et dans l'archéologie de l'Internet. Merci à vous deux et n'oubliez pas de continuer à nous suivre pour la prochaine conversation. Merci, au revoir. Merci, Annabelle. Merci beaucoup.